signataires qui donc ont adressé un document à leur gouvernement belge concernant la RDC. Je ne sais pas pourquoi cela n'a jamais été fait. Ben, je vais prendre une des anciennes ici, Madame Kalibiriro. Bonjour d'abord. Bonjour. Excusez notre micro. Allez, ça va. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Alors, vous êtes l'une des anciennes. J'aurai Madame Gisèle Madaïla tout à l'heure et les autres, ils sont quatre. Je ne sais pas avec les nouvelles règles de français, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il n'y a qu'un homme et trois femmes. Est-ce qu'il faut dire il ou elle? Il ou elle. Les femmes sont devenues très difficiles. Voilà, donc Madame Kaliberi, avez-vous souvenir que ça avait déjà été fait auparavant et pourquoi cette fois-ci? Non, je ne me souviens pas avoir eu une dynamique aussi forte, aussi engageante par rapport aux problèmes qui se posent de toute façon depuis longtemps au Congo. Hein. Mais là, cette fois, je pense que tout le monde a dit trop, c'est trop. Beaucoup ont dit on se lève, on se met ensemble parce que, je ne dis pas que ce sont les enjeux, mais c'est tellement grave qu'on s'est dit on ne regarde pas la couleur, on ne regarde pas l'âge, on est là, on va en front commun. C'est la première fois, je crois. Il y a 2 mois, Madame Gisèle Madaïla, vous étiez ici, chez nous sur Radio Air Libre, et une idée avait germé, disant mais vous ne faites rien. Et vous aviez dit, moi je vais voir si je peux discuter avec les uns et les autres. Est-ce que ça part de là ou tout simplement c'est une idée générale? Bonjour Pat, bonjour les auditeurs. Mais en fait, non, ça ne part pas de l'émission qu'on avait faite, mais en fait c'est parti, il faut être honnête, et c'est parti en fait d'une idée de prêtres de l'Épiphanie qui m'ont contacté et ont contacté aussi certains pour voir s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose par rapport à la RDC, mais de le faire de manière commune. Parce qu'il est vrai que souvent, chacun de notre côté essaie d'intervenir. Les femmes, on s'était mis déjà ensemble dans le cadre du collectif. Ce n'est pas dans le cadre de la politique, mais c'est dans le cadre du collectif des femmes congolaises pour la paix, où vraiment on retrouve toutes les femmes politiques de tous les partis confondus ici en Belgique. Et donc, voilà, ça c'est une dynamique qui a été demandée, ou peut-être je peux dire sous l'impulsion de près de l'Épiphanie. Et donc, on a pris cette coordination, on s'est réunis, si je ne m'abuse, en avril, pour essayer de voir un peu comment est-ce qu'on allait avancer par rapport un peu à tout ce qui s'est mis en place et par rapport à la situation au Congo. Et là, maintenant, quand on a vu le 31 décembre, les massacres, je dirais, des chrétiens et disons des Congolais, et on s'est dit non, on ne pourrait pas. Et donc, on a repris la dynamique, et là, vraiment, on a rassemblé tout le monde. Hein. C'est vraiment de toute la Belgique, de la Flandre à la Wallonie profonde, en passant par Bruxelles, où on a retrouvé des élus, des mandataires d'origine congolaise, et on s'est mis dans cette dynamique, et tout le monde était enthousiaste pour pouvoir le faire, et surtout dénoncer ensemble les massacres qui sévissent en RDC. Alors, il y a un nouveau visage pour nous. Hein. Pour nous, ici à Bruxelles, c'est M. Sami Kayembe, qui est élu à Mons. Comment est-ce que vous avez été contacté? Est-ce que ça a été facile d'adhérer à cette dynamique? D'abord, bonjour à vos éditeurs et à vos éditrices. Et je me permets d'abord de souhaiter une bonne année. Une bonne année, l'année qu'on souhaite, une année fructueuse pour l'ensemble de la population congolaise qui est dans une souffrance et qui vit un quotidien très très difficile. Oui, je suis un élu de la ville de Mons. J'ai été contacté par notre sœur Gisèle Madaïla pour pouvoir apporter ma contribution en tant qu'élu au niveau de ce qui se passe au Congo et de pouvoir un peu essayer, par le voix qui sont les nôtres au sein de nos partis respectifs, de pouvoir influencer et de faire entendre la voix du peuple congolais. J'ai estimé qu'il était de mon devoir et le devoir en tant qu'élu, en tant que démocrate, de pouvoir s'inscrire dans cette démarche. Parce que nous sommes d'abord des enfants du Congo, nous avons nos sœurs et frères qui sont en souffrance, on ne peut pas être indifférent. Donc cette souffrance nous touche au plus profond. Donc indépendamment de nos clivages politiques et indépendamment de la couleur, comme l'a signalé tout à l'heure Laetitia, donc on s'est réunis, on va conjuguer notre force pour pouvoir entendre le peuple congolais. En fait, on s'inscrit dans le camp du peuple.
Voilà. Alors, je vais peut-être poser aussi la question à la dernière invitée qui est là, mais je ne sais pas si vous êtes élu ou pas. Non. Vous avez signé le document? Oui, mais je ne suis pas. J'ai pris part donc, aux discussions et au travail qui a été mis en place. Et vous adhérez? Oui, tout à fait, bien évidemment, sur chaque point. Et si on pouvait continuer et aller encore plus loin, c'est tout ce qu'on souhaite là maintenant. Alors, Peut-être préciser, oui. ce n'était pas seulement des mandataires. Au départ, c'était les mandataires. Mais on a dit toute personne qui est dans un parti politique, qui a un mandat, qui n'est pas élu peut-être, mais qui a un mandat, parce que les mandats au niveau des partis, on appelle ça des mandats politiques, puisqu'on doit faire des déclarations au niveau de la Cour de compte. Ce sont des mandats politiques, que ce soit président des sections des jeunes, mandataire CPS, mandataire dans une intercommunale. Donc toute personne qui a un mandat qui a été délégué par le parti, donc on a essayé d'appeler tous ces mandataires-là, en fait tous les politiques d'origine congolaise qui sont dans les partis. Alors, nous restons encore dans comment dirais-je, on essaie de nous saisir de ce document. Il y a quand même quelques personnalités, semble-t-il, qui n'ont pas signé. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Les 23, est-ce que ça comporte l'essentiel de nos élus mandataires parce qu'il semblerait que ceux du CDH ne sont pas là. Je ne sais pas qui peut répondre parce qu'ils ne sont pas là, les gens du CDH. Je crois qu'on va peut-être laisser Maman Letty expliquer peut-être un peu la genèse et le pourquoi que les autres n'ont pas co-signé. Mais, bon, voilà. Mais on ne peut pas savoir le pourquoi parce qu'au départ, nous avons commencé le travail ensemble. On a travaillé en toute transparence. On a fait un document martyr, comme on dit, que Gisèle et Hélène Madinda a envoyé à tout le groupe des mandataires. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on devait amender les documents. Il n'y a pas eu d'amendement, il n'y a pas eu de coup de fil. On s'est demandé ce qui s'est passé. Et puis, à un moment donné, on a appris qu'il y avait déjà des déclarations qui se faisaient au niveau du CDH. Des déclarations... on a appris qu'il y avait déjà... je le cite, moi. Il y a Berthe Mampaka, il y a... Mijane, qui au départ, et Pierre Compagnie, ils ont fait un groupe et ils ont fait leur déclaration avec Joël Milquet et M. Dalman. On était tout étonnés. On a vu, pour finir, ces gens n'ont plus répondu aux appels des amendements, ils n'ont plus signé. Et puis même, ce qui est grave, et moi je vais les dénoncer par rapport à Joël Capompolé, il y en a qui n'étaient pas d'accord bon, voilà. J'ai appris qu'il y en a qui ont eu des doutes, qui n'étaient pas chauds pour qu'elle soit là. Et moi, j'ai estimé que c'était pas correct, c'est pas démocratique. Pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec Joël? On va savoir. C'est ça qu'on ne sait pas. Parce que nous, quand on décide de travailler dans la transparence, d'envoyer un document, de le faire signer, de demander de retour et que les autres ne disent pas, et que ça se passe par téléphone, moi je trouve ça malsain. Et moi je dis, ce sont des techniques qu'on est en train de vivre au Congo. Ces stratégies-là m'agacent. C'est de la... Voilà. Il y a, comment dirais-je, par rapport au CDH, il y a quand même un document qui a été publié, mais ne figure ni Berthe Mampaka, ni Mijane. Mais c'est ça qui fait... que Dalman, Milquet et compagnie qui ont signé. Voilà, c'est mais ça. On essaiera de contacter Berthe. Oui, Mijane, il faudra leur poser la question. Je laisse les amis répondre, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Voilà. Alors, le plus important, c'est quand même de comprendre quel est le contenu de votre document. En le lisant assez vite, vous essayez quand même de demander à votre gouvernement d'y aller, d'être un peu plus ferme vis-à-vis vis-à-vis de Kabila et de son gouvernement, si on peut les considérer comme tels. Vous leur demandez d'aller un peu plus ferme. Pourquoi? Est-ce que jusque-là, vous croyez qu'il n'était pas assez ferme? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce sursaut, si je peux le dire ainsi, monsieur Assami Voilà, d'abord, on va exclure toute polémique concernant les signataires, etc. L'enjeu est important, donc c'était pour lui souligner ça. Concernant votre question, donc ici, vous avez bien vu que malgré, on va appeler ça des demi-mesures qui avaient été prises par le gouvernement, dénoncées, etc., il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. La violence en a fait qu'augmenter. On est arrivé même
à un moment donné, à tuer publiquement, avant peut-être qu'on tuait en silence, hein, etc. Donc on s'affiche comme quoi on utilise cette violence. Et nous, en tant que démocrates, hein, on ne pouvait pas se taire par rapport à ça. Et on demande des mesures fortes qui, quelque part, doivent un signal très très fort, oui, voilà, un signal très très fort au niveau du gouvernement congolais, aux dirigeants congolais actuels, pour qu'ils sachent que ailleurs, les gens n'approuvent pas totalement ça, ni du tout. Hein, il faut prendre des mesures qui puissent les toucher au plus profond. Donc ces mesures-là, ils ont été, dans un premier temps, on les a saluées, mais ils sont insuffisants à l'heure actuelle pour pouvoir les faire bouger. Donc, je peux, entre autres, les mesures, vous les avez vues, hein, on peut les rappeler. Pas nos auditeurs, oui, les 5 en gros. Oui, on peut les rappeler, hein, donc Laetitia. Oui, voilà. Toi, tu les as Voilà, choisis. voilà. Donc, je vais passer la parole à Stéphanie qui va pouvoir les rappeler. On a les 5 mesures qui sont des mesures très très fortes qu'on demande, qui soient appliquées d'une manière concrète. Oui, on a voulu, je vais me présenter pour les auditeurs, donc je suis Stéphanie Ngalula. On a voulu, au-delà des condamnations et dénonciations qu'on avait déjà depuis des années, établir donc une série de mesures assez fortes, assez directes, que je vais me permettre de reprendre pour les auditeurs et les auditrices. Donc, premièrement, contraindre M. Joseph Kabila à respecter enfin la Constitution et reconnaître son éligibilité aux futures élections. Deuxièmement, soutenir la mise en place d'une transition sans M. Joseph Kabila, pilotée par un collège composé de personnalités imminentes de la société civile et d'experts. Un collège qui s'attellera à la relance d'un processus électoral crédible, la stabilisation de l'État et aussi, surtout, à établir les bases de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit et de la bonne gouvernance. Troisièmement, étant la cause première de l'enlisement politique actuel, ne plus le considérer comme l'interlocuteur légal et crédible de la RDC et de l'écarter de tout processus de résolution de la crise qui l'a délibérément engendré. Quatrièmement, que des sanctions fortes, immédiates, directes contre M. Joseph Kabila et ses proches soient prises et appliquées. Et enfin, cinquièmement, l'application effective et stricte des sanctions déjà prises à l'encontre de certains membres du gouvernement et de l'armée responsables de graves violations des droits humains et de blocage du processus électoral. C'est les 5 mesures fortes que l'on a reprises par rapport au document, qui s'inscrivent bien évidemment dans une action à long terme. Le premier point qui concerne donc le fait de contraindre Kabila à respecter enfin la Constitution et de reconnaître son inéligibilité aux futures élections. Comment est-ce que le gouvernement belge peut le faire? Quel est le côté pratique de ça, Mme Gisèle Mandaïla? Le contraindre, c'est d'abord déjà de reconnaître son illégitimité en tant qu'aujourd'hui président de la République, puisqu'il aura épuisé son mandat en 2016 et il a épuisé à nouveau l'année, le sursis qu'on lui a accordé pour 2017. Mais tant qu'on ne reconnaît pas, tant qu'on lui reconnaît encore cette légitimité de pouvoir être le président en plein exercice de la RDC, donc voilà, monsieur continuera. Je crois que dès l'instant où la communauté internationale, ou même tout le monde, oui, disons cette communauté internationale, parce que nous appelons au gouvernement belge à reconnaître ça, donc à reconnaître les membres des Congolais. Donc dès l'instant où la Belgique reconnaîtra cela, donc ça veut déjà dire que non, on n'est plus d'accord avec toi, donc quelque part il y a déjà une pression. Mais aujourd'hui, tant qu'on le reconnaît en disant oui, il faut dialoguer, il faut continuer avec lui, donc on le fait asseoir encore sur son pouvoir, et donc M. Kabila n'en aura cure de tous les dialogues ou les propositions qu'on fera. Donc je pense que c'est important si aujourd'hui on reconnaissait cette illégitimité, si on venait à dire que non, il est éventuellement en affaire courante, mais qu'il est aujourd'hui illégitime, c'est déjà une contrainte de ne pas le reconnaître, donc de ne pas le recevoir en tant que président de la République, de ne pas dialoguer avec lui en tant que président de la République, parce que les décisions fortes ne seront plus prises avec lui. Donc ça, c'est déjà une contrainte. Et la deuxième contrainte qu'on pourrait exercer sur le président Kabila, c'est, donc on l'a mis un peu après, c'était de prendre des sanctions à l'endroit de M. Kabila lui-même. Donc de geler ses avoirs, puisqu'on sait où ça se trouve, de contraindre sa famille proche, parce que nous savons que sa femme vient se faire soigner en Belgique. Donc déjà, de ne pas octroyer ses visas, de ne pas octroyer des visas à ses proches, ses frères et tout ça. Donc ça, c'est une contrainte. Mais je pense que là où ça fait le plus mal,
c'est de toucher à son portefeuille. Madame Kalingriro, vous êtes des Belges, mandataires belges ici en Belgique. Votre pays, votre gouvernement donne un visa à M. Mende pour venir ici alors qu'il était sous les sanctions. Pourquoi vous ne vous attaquez pas à votre gouvernement de manière sérieuse? Franchement, ça c'est un scandale. C'est scandaleux de prendre des mesures et puis on fait comme si rien n'a été dit, rien n'a été fait. Ils donnent des arguments farfelus pour pouvoir entrer en Belgique. Moi, je trouve que c'est un scandale. Nous en étions offusqués et on doit le dire haut et fort. C'est inadmissible. La Belgique doit arrêter de jouer à ça. Ou vous prenez les mesures et vous demandez que ça soit exécuté, que ça soit contraignante, ou vous ne dites rien du tout. Et surtout, monsieur Mende, à la première occasion, qui n'arrête pas de flinguer la Belgique, et puis vient se faire soigner ici, je n'y comprends plus rien. La Belgique doit prendre ses responsabilités. Les autorités belges doivent agir en conséquence. Nous les mandataires politiques d'origine congolaise, nous ne sommes pas d'accord avec cette posture de la Belgique. Mais comment dirais-je, vous êtes là en colère, vous êtes vraiment en colère. Je suis en colère. Mais ça ne transparaît pas dans le document. Mais si, dans le document. Mais non, dans le document, c'est juste une petite parenthèse, l'une des qui... Mais non, voilà. attendez, Bon. on est en train Oui, Gisèle. on est en train de faire un mémorandum. Je pense que quand on fait un mémorandum, le principe d'un Ce mémorandum... point-là est important. Non, le principe d'un mémorandum, c'est de ne pas commencer à rentrer dans les détails. Les détails, c'est parce qu'il y a des actions qui vont continuer, parce que nous demandons, nous, à rencontrer les gouvernements belges et nos présidents de parti, mais on le fera toujours dans le cadre de la dynamique. Mais quand on dit l'application effective des strictes des sanctions déjà prises à l'encontre de certains membres. Et on rappelle au gouvernement belge, si qu'on fait l'octroi de visa à M. Mende alors sous sanction. La Belgique sait pertinemment bien que Mende était sous sanction de l'Union européenne, il pouvait avoir le visa, mais on lui a accordé le visa. Mais dès qu'on leur rappelle ça, et ils sont quand même conscients que on n'est plus dupe. On sait que vous avez pris cette mesure et vous ne l'avez pas dit. Mais inutile de pouvoir le rajouter et de faire des tartines dans cela. Le mémo, c'est ça. Donc, c'est des mots clés, des phrases clés et ces phrases doivent être déclinées. Je pense que dans différents partis politiques, et je sais qu'au niveau du PS et au niveau de mon parti, on avait interpellé. Nous, on avait fait un communiqué avec M. Minguin. Il a interpellé. Non, il n'a pas interpellé, mais il devait le faire. Mais malheureusement, je pense que la commission a dû être annulée. Mais il y a eu quand même des interpellations par rapport à nos responsables de deux partis que je connais, parce que je n'étais pas pour les autres et j'espère qu'il en était de même. Mais par rapport à cela, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il est vrai que chacun part de son côté, mais dans le cadre de cette dynamique des politiques d'origine congolaise, ça aurait un peu plus d'impact. Ça aurait un peu plus d'impact par rapport à cela. Et pour preuve, dans le cinquième revendication, non, c'est pas ça, c'est pas le cinquième, oui, de sanctions plus strictes, entre autres, on n'a pas tout mis, mais on pense que nos amis du CDH l'ont dit, l'ont exprimé, parce que c'était déjà dans le PV d'avant, où on demandait éventuellement, c'était de ne plus octroyer, de faire le cadastre des mandataires, enfin, des membres du gouvernement belge, congolais, qui sont belges, et de leur retirer cela. Mais ça fait partie, en fait, de ces points qui est l'application stricte des sanctions, mais on n'allait pas le décliner, mais c'était dans nos PV, dans le document que nous allons donner aux membres du gouvernement quand nous accorderons le Monsieur Sami Kaembe, oui. Il y a le point numéro 2, vous prenez en votre compte le fait, enfin, ce qui est aujourd'hui proposé par pratiquement tout le monde, hein, même si on pourrait ne pas être d'accord sur tel point ou tel autre, c'est d'assurer que la transition soit faite par des personnalités de la société civile. Sauf que la société civile congolaise aujourd'hui, les grosses personnalités de la société civile sont très très affiliées à des partis politiques. Comment est-ce qu'on va faire un tri là-dedans? Ça serait une difficulté, mais ce qu'il faut souligner et faire attention, c'est cette culture de l'impunité. Il faut bien se dire que les personnes qui ont participé de loin ou de près à ce qui se passe aujourd'hui et qui ont rendu le Congo dans l'état où on connaît maintenant, doivent être écartés. Ils doivent être écartés. Parce que si on reprend les mêmes, ben, on va revivre la même chose. Donc je pense que le Congo est assez grand, a quand même des filles qui sont quand même d'un niveau qui peuvent à un moment donné pas faire pire que ce qu'on connaît maintenant. Je pense qu'on peut aller vers l'avant si
on s'attarde à ça, à dire que c'est pas possible, il faut composer avec les mêmes personnes. Ben, arrêtons-nous là. Hein. Arrêtons-nous là. Moi, je crois que le Congo a assez des personnes intelligentes, des personnes sensées, intègres, pour pouvoir mener à bien ces tâches. Madame Kalimiriro, transition par des personnalités de la société civile, il y a du travail à faire aussi à ce niveau-là, parce que, en tout cas, les principales personnes que l'on connaît de la société civile sont affiliées de près ou de loin à des partis politiques. Oui, comme moi, vous savez que je ne tiens pas la langue de bois. Ben oui, justement, c'est pour ça Il y a beaucoup de pourris. Et on veut que les pourris soient écartés. Mais il n'est pas dit qu'il y a des gens intègres. Et ces gens-là, on ne les cherche pas. Moi, Pat, ces gens existent. On n'a qu'à ouvrir, qu'à donner la possibilité aux gens, aux personnes qui n'ont jamais trempé avec ces régimes, avec ces pouvoirs, et on en trouvera. Nous avons des gens compétents, des gens qui ont étudié, des gens qui ne demandent qu'à changer ce Congo-là, ce Congo que nous avons voulu ouvrir à nos enfants. Nous avons vécu tout notre temps ici. Il faut que nos enfants connaissent un Congo meilleur, et des gens pour travailler dans ce Congo existent. Je vous assure qu'il y en a des gens qui sont intègres, des gens qui se battent pour la justice, ils sont meilleurs. Évidemment, il y a des pourris, on le reconnaît. Madame Stéphanie Ngalula, vous êtes jeune, vous essayez de vous faire votre place en politique ici en Belgique. Il y a une formule qui commence à prendre corps et qu'il faut vraiment que nous fassions nôtre, cette formule, les médiocres dehors. Totalement. Totalement, mais ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par le fait que là maintenant, il est temps que chacun, dans la mesure du possible, puisse dire que assez c'est assez. On a des budgets de la MUNESCO. La MUNESCO, et donc, elle a le plus grand budget de tout l'ONU pour la protection de la paix, juste pour le Congo. On parle de 1 milliard d'euros, hein, pas de francs, on est bien en euros. On parle de 19 000 casques pardon. On parle de 750 experts de l'ONU sur place, mais rien ne change. Rien ne change du tout. Donc là, on est à même de pouvoir dire que toutes ces méthodes, tous ces chiffres que l'on est à même d'ébranler, tous ces millions de morts dont on parle, là maintenant, il est à des mesures exceptionnelles, à des circonstances exceptionnelles, on prend aussi des mesures exceptionnelles. C'est comme ça qu'on voit à ces tables des mandataires de couleurs et de partis politiques différents qui arrivent à passer outre donc leurs divergences pour en arriver à dire que c'est le travail de tout un chacun. On parle d'experts, on parle de la société civile. La première personne à souffrir donc, des exactions qui ont lieu au Congo, c'est la société civile. Donc il est impensable d'imaginer qu'on puisse là maintenant arriver à faire un travail de changement et de mentalité et donc de prise en forme de la société sans y inclure la société civile. Et comme je reprends ce que Laetitia disait à l'instant, le Congo aux Congolais. Voilà, nous recevons donc pour terminer ceci des mandataires et élus belges d'origine congolaise qui pour la première fois en tout cas prennent leurs responsabilités, interpellent leur gouvernement. Votre mémorandum, Maman Gisèle Mandaïla, il y a eu une réponse de la part du gouvernement? D'abord je voulais dire c'était pas la première fois que les politiques interviennent pour la RDC, c'est la première fois que les politiques se mettent ensemble dans une dynamique pour pouvoir le faire. Nous l'avons tous fait de différentes manières, mais on l'a fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'unité. C'est qu'on a répondu un peu à l'appel du cardinal, de dire voilà, c'est l'unité et que les médiocres dégagent. Je pense que c'est vraiment le message aujourd'hui. La médiocrité doit quitter le Congo, la médiocrité doit quitter les Congolais des par le monde, même ceux de la diaspora. Il faut qu'on arrive, et j'ai toujours dit qu'on avait un devoir d'éducation, entre guillemets, il faut pas mal le prendre, un devoir d'éducation par rapport à notre population pour qu'ils puissent comprendre et prendre la mesure et ne pas réagir de manière épidermique. Est-ce qu'il y a une réponse par rapport à cela? Oui, moi j'ai reçu des réponses, mais pas par rapport au gouvernement même, mais le but en fait de ces mémos que nous avons voulu envoyer au plus tard mardi, parce que la commission s'était née le mercredi, pour que les parlementaires puissent avoir les infos et puissent interpeller le gouvernement. Le gouvernement ne nous a pas encore répondu, mais ils ont intégré dans les discussions les éléments de notre mémo. On n'aurait pas envoyé ces mémos, ils auraient encore travaillé, ils auraient pensé peut-être à la Belge,
Ils auraient pensé, ils auraient eu des discussions avec un mode de pensée des Belges. Mais là, ils ont intégré, ils ont posé des questions en tenant compte en fait de nos propositions. Donc je pense que c'est déjà un pas. Et malheureusement, ce n'est pas assez et nous demandons d'aller plus loin. Et nous avons dit qu'on n'allait pas arrêter. On nous dit les élections, c'est jusqu'au décembre 2018. Mais tant qu'on n'a pas eu les élections, en tout cas la dynamique a décidé de continuer à faire des actions et nous allons interpeller. 02 344 58 55, madame, monsieur, bonjour. Bonjour.